Le top de 13 heures, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes et plateformes digitales de la RTS. Ibrahima Sadi. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, gestion des politiques de protection sociale et de santé. Les mutuelles d'Afrique sont en conclave à Diamniadio. Il s'agit d'accroître la couverture sanitaire universelle sur le continent. Fini les évacuations sanitaires à bord de charrettes ou taxis clandestins. Les populations de Soben dans la commune de Diarère étrennent une ambulance toute neuve avec toutes les commodités. Un geste de l'administrateur du FONGIP, Mme Thérèse Faye-Diouf. Pendant ce temps, la Fédération des syndicats de la santé déroule son plan d'action. Deuxième jour de grève générale pour réclamer un nouveau régime indemnitaire. Le mouvement est largement suivi dans certains établissements de santé. Également au sommaire, l'actualité internationale, la page des sports. L'invité de ces 13 heures, Mamadou Dramé, c'est le nouveau président de l'Association sénégalaise des professeurs de français. Et c'est dans le cadre de la semaine de la francophonie qui bat son plein et mettra un terme à cette édition d'information. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. En compagnie de Medoun Fall et Thiaba Djemé à la technique, les populations de Soben dans la commune de Diarère peuvent à présent pousser un ouf de soulagement. En effet, leurs malades ne seront plus évacués à l'aide de charrettes ou taxis clandestins. Elles ont reçu, ces populations, une ambulance toute neuve avec toutes les commodités. Une ambulance offerte par l'administrateur du FONGIP, Mme Thérèse Faye-Diouf. Elle invite l'État à construire un centre de santé à Diarère pour une meilleure prise en charge de la santé des habitants de la commune. Heram Diagne. Avec cette dotation, ce sont tous les postes de santé de Diarère qui disposent désormais d'une ambulance au grand bonheur des bénéficiaires. Diène Faye, infirmier chef de poste à Sobé. Au niveau de notre commune, il y a presque dans toutes les localités des postes de santé. Il y a 7 postes. Tous les 7 postes aujourd'hui sont équipés d'ambulances. Profitant de la cérémonie de remise des clés de l'ambulance, le maire de la commune a invité les autorités en charge de la santé à construire un centre de santé dans la commune. Thérèse Faye-Diouf. Sobé est un poste qui polarise les villages de Lundor et les villages de Sangaré. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un réel besoin de ce véhicule pour permettre aux populations de se déplacer en cas de besoin vers Fatick ou Kaolack ou même Dakar. La commune de Diarère a 7 postes de santé, plus de 32 000 habitants. Nous sollicitons encore une fois, et je le répète, je l'avais dit quand on remettait l'ambulance de Mbeki, la commune de Diarère peut avoir son centre de santé. C'est une chose qui peut bel et bien exister pour le bénéfice des populations. Revenons sur ces réalisations à Sobem. Thérèse Faye a annoncé la construction prochaine d'une maternité dans le village pour une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Eram Diagne, Fatick, Radio Sénégal. Et pendant ce temps, ici à Dakar, la Fédération des syndicats de la santé est déterminée à aller jusqu'au bout pour la satisfaction de ses revendications. Ses membres réclament un nouveau système de rémunération au niveau de la fonction publique. Ils plaident aussi pour une meilleure prise en compte des agents des collectivités territoriales. C'est pourquoi ils ont décrété 3 jours de grève générale depuis hier, un mouvement largement suivi dans certaines structures sanitaires comme à Basse-Ndao et au centre de santé du plateau, d'où s'est rendu notre reporter Adi Fatou Bari. La grève générale décrétée par la Fédération des syndicats du secteur de la santé fait ses effets. À l'hôpital Abass Ndao où nous avons tâté le pouls, ce patient a certes vu son médecin, mais des absents, il y en avait. Non, j'ai vu le médecin. Comme ça, j'ai une ordonnance. Ici. Non, je n'ai pas vu les infirmiers. Un autre, sous le couvert de l'anonymat et refusant catégoriquement d'être enregistré, nous confirme n'avoir pas vu l'ombre d'un seul infirmier. Carnet kaki en main, contenant ses dossiers médicaux, cette patiente, accompagnée de sa fille, s'empresse de rentrer après une longue matinée. Heureusement pour elle, son médecin était bien présent. Direction une autre structure hospitalière, le district sanitaire de Dakar Plateau. Ici, tout semble être en ordre. Les patients sont assis le long des couloirs attendant de passer chez le docteur. Par contre, c'est bouche cousue quant à l'effectivité ou non de la grève du personnel soignant. Pour le porte-parole de la F2S, le mot d'ordre a été respecté partout où il se doit. Charsec précise tout de même que le service minimum a été respecté. À part le service des urgences,
pratiquement tous les services n'ont pas fonctionné. En tout cas, ont fonctionné au ralenti. Ces 5 syndicats affiliés à la F2S entendent poursuivre jusqu'au bout leur mot d'ordre de grève afin d'obtenir une bonne fois pour toutes satisfaction face à ce qu'ils qualifient d'inégalité et de discrimination dans le traitement des agents de la santé. Voilà un reportage signé Adji Fatou Bari. Nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler donc de la couverture maladie universelle. Réaliser la couverture santé universelle en Afrique par les mutuelles. C'est articuler des partenariats au niveau entre mouvements sociaux, acteurs économiques et pouvoirs publics. C'est le thème de la conférence internationale sur la mutualité qui se tient à Diamniadio. Une conférence qui regroupe plus de 150 participants et à cette occasion, les mutualistes ont plaidé pour une nouvelle démarche des mutuelles de santé. Compte rendu à Diamniadio, Fatoumba Diouf Kanouté. L'État du Sénégal a investi plus de 15 milliards de francs CFA pour soutenir les mutuelles de santé, un appui financier pour limiter les effets de la Covid-19. Toutefois, il y a des défis à relever dans le secteur, selon Bokar Mamadou Daf, le directeur de l'Agence de la couverture maladie universelle. Le Sénégal, après quelques années, a fait une évaluation externe, programme de l'Agence pour la couverture maladie universelle, et arrivé à un certain nombre de recommandations qu'elle a rappelées. Ces recommandations se structurent au niveau de la nécessité de revoir un peu l'assurance publique jouée par l'Agence pour la couverture maladie universelle. Et il y a également la nécessité de la remontée du pooling des mutuelles de santé. Il y a également la nécessité donc de la délégation de gestion à ces mutuelles-là qui sont des mutuelles renforcées. La nécessité aussi évidemment de professionnaliser ces mutuelles de santé. Ils sont au total 3 millions de personnes à bénéficier des mutuelles de santé communautaires. Malgré tout, André Dembawad, le président de l'Union des mutuelles de santé communautaires, préconise une nouvelle démarche. Il y a eu des augmentations en matière de membership des mutuelles de santé et donc une augmentation du taux de couverture au niveau national. Les mutuelles de santé sont plus représentatives aujourd'hui et il y a un effectif de plus de 3 500 000 membres à leur niveau. Oui, nous sommes pour l'accès aux soins, mais ces mutuelles-là sont aujourd'hui actrices de changement politique et social. Cette conférence internationale sur la mutualité qui se déroule en présentiel à Diamniadio, mais également en virtuel, a regroupé au premier jour plus de 150 participants. Rappelons que cette conférence est prévue du 15 au 16 mars 2022 au ministère du Développement communautaire et de l'équité territoriale. Rifisque Fatoumba Diouf Kanouté pour Radio Sénégal. Et cette conférence est ouverte donc depuis hier. Cette nouvelle contamination, toute issue de la transmission communautaire, dit guéri et 3 malades en réanimation. C'est le bilan du jour de la Covid-19 qui ne fait état d'aucun décès. Lamine Baragaï, directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Sur 1369 tests réalisés, 7 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,51%, issu de la transmission communautaire, dont 5 dans la région de Dakar et 3 cas dans le département de Dakar, 2 dans le département de Pikine. Dans les autres régions, on note 2 cas dans la région de Kédougou. 10 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge présentement dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré à la date d'hier, mardi 15 mars 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré 85 815 cas déclarés positifs, dont 83 803 guéris, 1964 décédés et présentement nous avons 47 malades sous traitement. À ce jour et depuis le début de la pandémie, le nombre total de vaccinés dans notre pays s'élève à 1 456 705. Voilà, Lamine Baragaï, le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. On passe à présent à la santé animale. Près de 30% des jeunes ruminants meurent à cause de la peste des petits ruminants. Pour faire face, le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, dans sa deuxième phase, compte vacciner plus de 36 millions de petits ruminants dans tout le Sahel. Cette stratégie a été déclinée lors d'une rencontre de lancement de l'antenne de ce projet à Kanel, tenu à Ourossogui. Compte rendu Moussa Souto Dianka. La santé alimentaire, le contrôle des médicaments vétérinaires et la vaccination de petits ruminants sont entre autres les préoccupations des acteurs de l'élevage dans le Sahel.
Cette initiative du programme d'appui régional du pastoralisme au Sahel PRAPS entre ainsi dans sa phase 2 pour l'antenne de Kanel, regroupant les départements de Kanel, Matam, Ranérou et Bakel. Dr Ousseynou Sakho, coordonnateur national du programme régional du pastoralisme au Sahel, PRAPS. L'objectif cumulé, autour des 6 ans, il nous faut vacciner 36 millions de petits ruminants et marqués. Il y a l'autre maladie qui est la PAPCB. Il faut que nous vaccinions les 95%. Parce que cette maladie-là, c'est apparu au niveau d'une de nos frontières. Il faut bien contrôler et c'est la raison pour laquelle il faut une approche régionale. Si le Sénégal vaccine et que la Mauritanie ne vaccine pas, ça ne résout pas le problème. Il faut que nous y allions ensemble. La consolidation des acquis lors de la phase 1 du PRAPS est l'objectif des autorités administratives locales. Aïssata Diallo, Madame Bodjan, adjointe au gouverneur de Matam, chargée développement. Il va s'agir d'intensifier tous ces investissements qui ont été consentis dans le cadre de la protection de la santé animale et de la préservation du cheptel. Les éleveurs ont aussi apprécié la création des infrastructures telles que les magasins de stock et les parcs à vaccination. Toutefois, la sensibilisation concernant la vaccination des petits ruminants est aussi suggérée par les acteurs. Matam, Moussa Souto Djanka, RTS. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Et il est 13h11. Les autorités administratives de la région de Thiès plongent sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Au cours de ce mois, un accent particulier sera mis sur la cartographie censitaire. Première étape de cette opération qui va coûter plus de 20 milliards de francs CFA, nous dit Radioum. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Cette importante opération démarre par la cartographie censitaire, une étape clé des activités préparatoires du recensement. Professeur Alénar Diop, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ce 5e recensement vise à dénombrer l'ensemble de la population sénégalaise à travers différentes phases. Actuellement, nous sommes dans la phase cartographie qui consiste à délimiter les zones d'habitation pour nous permettre à la fin, c'est-à-dire en 2023, qui consiste la phase dénombrement, à pouvoir identifier ces habitations-là pour pouvoir interroger les ménages sur le nombre de personnes qui résident dans ces ménages-là. La phase cartographique consiste à délimiter les zones d'habitation pour déterminer les districts de recensement. La délimitation de ces districts de recensement permet de déterminer la charge de travail que l'enquêteur aura sur le terrain. Et cette charge de travail sera homogène pour 2 enquêteurs qui ne se trouvent pas dans la même zone et permettra de déterminer l'ensemble du dispositif à mettre en place en termes de moyens humains. 25 000 personnes seront mobilisées pour un bon déroulement de ce recensement. La région de Thiès est même divisée en 2 parties. Professeur Alénar Diop. La particularité pour la région de Thiès, c'est que cette région sera divisée en 2 entités, Thiès et Tivaouane, la première entité, et Mbour, la deuxième entité, pour des raisons opérationnelles qui nous permettront de collecter l'information et également de mettre en place un dispositif qui assure la qualité de ces informations aussi. Ce recensement de la population va coûter 23 milliards de francs CFA. Même les communicateurs traditionnels vont participer à l'exercice. Radioum Thiès, Radio Sénégal. Et puis parlons de ce programme phare du gouvernement intitulé Xëyu Ndaw yi. Et dans le cadre de ce programme, donc UBA, la Banque au Sénégal compte donner son appui à l'État du Sénégal. Elle va appuyer des jeunes universitaires porteurs de projets à hauteur de 3 millions de francs CFA. Un projet qui sera piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Le ministre, Cheikh Oumar Anne, soutient que le ministère mettra à la disposition des moyens nécessaires pour accompagner les candidats qui seront sélectionnés. Le ministre Cheikh Oumar Anne, que nous écoutons interrogé par Fatou Mbacké Diouf Kanouté. Ils ont choisi au Sénégal le ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme du président Macky Sall Xëyu Ndaw ñi pour accompagner les jeunes diplômés universitaires, de façon préférable les diplômés de nos instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Donc eux, ils sont venus nous accompagner et ce que nous apprécions. Nous sommes dans un pays où 77% de la population est jeune, où nous sommes confrontés à un problème d'emploi et d'employabilité de nos diplômés. Si on a un tel soutien, le ministère va tout mettre en œuvre, mobiliser tous les moyens que nous disposons, c'est-à-dire mobiliser les enseignants, mettre à disposition nos infrastructures universitaires, nos laboratoires, nos ateliers, pour que ceux qui seront choisis puissent, dans de bonnes conditions et dans des brefs délais, lancer leur activité dans le cadre de petites... Voilà, Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Enseignement supérieur, interrogé par Fatou Mbacké Diouf Kanouté. Quant au ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNESCO et l'IF de Guédiawaye,
Donc ce ministère va mettre fin aux violences de genre en milieu scolaire. À cet effet, 72 enseignants du département ont été formés. Écoutons à ce propos l'inspectrice Mme Rita Koli, interrogée par Sidina Aliou Diop. Chaque année, on forme dans 12 écoles de Guédiawaye, dont 10 publiques et 2 privées, pour la prévention des violences de genre en milieu scolaire, pour éradiquer ce phénomène. Nous aurons à former les enseignants sur ce qu'on appelle la discipline positive, parce qu'il faut qu'on leur donne une alternative à la punition, au châtiment. D'habitude, peut-être, c'est interdit, mais vous savez, jusque-là, donc les châtiments corporels demeurent donc dans l'espace scolaire. Maintenant, avec cette formation, ils vont être beaucoup plus sensibilisés sur les méfaits en fait de cette violence, ce que ça peut faire donc sur les enfants et qui à long terme donc peut peut-être briser la trajectoire d'un enfant. Donc avec cette discipline positive, on va leur donner des alternatives pour qu'ils puissent mener donc les activités d'enseignement-apprentissage sans pour autant abuser donc de la cravache. La violence sexuelle, en fait, pour ces formes, il s'agira peut-être d'informer, de partager avec les enseignants, mais faire en sorte qu'on puisse sensibiliser davantage les enfants pour qu'ils puissent mieux savoir le droit et qu'ils puissent vivre dans un environnement sécure. Voilà, Mme Rita Koli, l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, interrogée par Seydina Aliou Diop. Et puis, un mot de religion avec le Magal de Darou Mourti qui se tiendra le 18 mars prochain, dans 2 jours donc. Un comité régional de développement s'est tenu à la résidence de Borom Darou en présence du gouverneur de la région de Louga. Les chefs de service ont pris des engagements allant dans le sens d'une bonne organisation de l'événement. Et là, Djibril Amar, le gouverneur de Louga, interrogé par Baye Mbakedia. Quand on parle de Grand Magal de Darou Moussi, les 4 ou 3 points d'attention sont d'abord l'eau. Vraiment, l'alimentation ici en eau potable, non seulement des populations de Darou Moussi, mais aussi de l'ensemble des pèlerins. Je crois que vraiment ce sera le premier point d'attention sur lequel les membres du comité ainsi que l'administration aussi va travailler. Le deuxième point d'attention, c'est la Sénélec avec la fourniture des idées. Le troisième point, c'est un peu les engagements aussi pris par l'Autoroute pour un peu vraiment améliorer l'entretien des routes. Il y a aussi l'autre point aussi sur lequel aussi il va falloir aussi travailler. C'est en rapport aussi avec le maire de la commune de Darou Moussi. C'est l'élaboration aussi d'un nouveau plan de circulation qui va permettre aussi la bonne tenue du Magal en toute sécurité et aussi facilitant aussi les déplacements des pèlerins entre Touba, entre Kaymer jusqu'au niveau de Darou Moussi. Donc voilà les quelques points de recommandation qu'il a fallu quand même tirer de l'ensemble des enseignements et des interventions qui ont été déroulés ici au niveau du CRD de Darou Moussi. Voilà, Bouya Amar, le gouverneur de la région de Louga. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité à l'étranger, le vice-président kenyan William Ruto a profité hier de l'investiture de son nouveau parti pour déclarer sa candidature à l'élection présidentielle du mois d'août. Il a fustigé le président Uhuru Kenyatta sur ses politiques économiques et ses références démocratiques, affirmant que le Kenya se dirige dans une mauvaise direction et qu'il allait réparer les dégâts dans les 30 jours suivant son élection. William Ruto sera face à l'ancien Premier ministre Raila Odinga, soutenu par Uhuru Kenyatta lors de l'élection présidentielle d'août 2022. Et puis la Centrafrique, le dialogue de réconciliation avec l'opposition non armée et la société civile se tiendra du 21 au 27 mars prochain. C'était une promesse du président Faustin Archange Touadéra il y a plus d'1 an. Plus de 450 participants issus des forces vives de la nation, opposition et société civile vont se réunir à l'Assemblée nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui renouvelle pour 1 an sa mission de paix au Soudan du Sud. La Chine et la Russie se sont abstenus lors du vote de la résolution rédigée par les Américains avec un plafond autorisé de 17 000 casques bleus et de 2100 policiers pour un budget annuel dépassant le $1 milliard. Cette opération est l'une des plus coûteuses de l'ONU. Et puis la guerre en Ukraine, les frappes russes se multiplient à Kiev, la capitale placée sous couvre-feu. Kiev vidée d'au moins de la moitié de sa population. Pendant ce temps, les deux belligérants discutent sur un compromis possible sur une Ukraine neutre selon le modèle suédois ou autrichien. Deux pays respectivement neutres et non alignés, mais ancrés dans la sphère géopolitique occidentale. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, la neutralité de l'Ukraine pourrait mettre fin à l'offensive militaire de la Russie dans ce pays, mais cette offre a été rejetée par l'Ukraine.
Radio Sénégal, les sports. Le sport en compagnie de Ndaïdom Tchouf, bonjour. Bonjour Ibrahim Assadi. Le prochain match Sénégal contre l'Égypte sera l'actualité des prochains jours, mais on compte déjà les absents. Oui, une mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé ce matin, à 2 jours de la publication de la liste pour la phase allée de cette double confrontation contre l'Égypte. Alfred Gomis est forfait. Le gardien rennais s'est blessé. Il a été victime d'une fracture à un doigt dimanche sur sa sortie manquée, qui a d'ailleurs entraîné le pénalty du deuxième but lyonnais. Il serait indisponible entre 8 à 10 semaines et sa fin de saison pourrait même être compromise en attendant de plus amples précisions sur son indisponibilité. En attendant, c'est le Turc Dogan Alemdar qui sera appelé pour le 8e de finale. Retour de Ligue Europa Conférence contre Leicester de Nampalys Mendy demain jeudi. Et déjà, on a annoncé le forfait de l'autre gardien, numéro 3 dans la hiérarchie, Seyni Timothy Dieng, qui est lui aussi blessé au quadriceps depuis le 26 février dernier. Avec son club des Queen Park Rangers, il est indisponible lui aussi pour au moins un mois et ce sera peut-être une nouvelle possibilité pour le gardien du Casa Sport, Alioune Badara Fati, de retrouver la tanière après la CAN. Il a été appelé mais sans avoir pu disputer le moindre match. Derrière justement Seyni Timothy Dieng qui a disputé 2 matchs, Alfred Gomis qui n'en a pas disputé et Edouard Mendy, le titulaire. Aliou Cissé publie, je le rappelle, sa liste ce vendredi. Ce sera à partir de 10h au Gourred pour la double confrontation Sénégal-Égypte. Le 25 mars au stade du Caire pour la phase allée et le 29 mars ici à Diamniadio au stade Abdoulaye Wade. En attendant, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 vont se poursuivre avec le début de la phase retour. Pas de break. Pas de break avec cette 14e journée qui marque donc le début de cette phase retour du championnat. Il n'y a pas de pause puisqu'on avait anticipé cette pause durant la CAN. Il n'y avait pas eu de match. Donc samedi, 3 rencontres seront au programme. Ngalandou Diouf, Teungueth fera face à la Douane à partir de 16h30. À la même heure, à Maniang Soumaré, Mbour PC reçoit la Linguère de Saint-Louis. Et puis Alassane Djigo, Dakar Sacré-Cœur fera face au deuxième, le Casa Sport. La suite c'est dimanche avec les rencontres à Maniang Soumaré, CNEPS Excellence US Gorée. Également à 16h30, Albourinia et la Lanterne Rouge. Le Ndiambou fera face à Diamba. Et puis Diaraf Génération Foot, le match au sommet de cette 14e journée. C'est le 5e qui reçoit le leader. Et puis juste 3 points d'écart entre les deux équipes. Cette 14e journée se termine mercredi avec le match décalé Guédiawaye AS Pikine, le derby de la banlieue qui aura lieu au stade Abdoulaye Wade, ceci pour préparer le match du 29 mars Sénégal-Égypte, match retour comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la Ligue 2 également démarre sa 14e journée ce week-end. Football en Europe, Chelsea d'Edouard Mendy et Villarreal de Boulaye Dia vont chercher la qualification pour les quarts de finale en Ligue des Champions. Oui, le coup d'envoi, c'est à 20h pour les deux rencontres. La Juventus qui reçoit Villarreal. À l'aller, ils avaient partagé les points, un but partout. Et le Sénégalais devra encore débuter sur le banc, comme c'est le cas depuis son retour de Coupe d'Afrique des Nations. Edouard Mendy, lui, sera à Lille face donc au club français. 2-0 pour les Blues à l'aller. Et dans un contexte particulier, puisqu'il y a beaucoup de doutes sur l'avenir du club londonien. L'international sénégalais essaiera donc avec ses coéquipiers de surmonter cet obstacle pour décrocher la qualification pour les quarts de finale et à titre individuel de réaliser un 15e clean sheet et d'entrer ainsi un peu plus dans l'histoire. En Angleterre, enfin, on joue des matchs retard, la 16e journée pour le premier match, coup d'envoi 19h30 entre Brighton et Tottenham. Et puis pour la 27e journée à 20h15 entre Arsenal et Liverpool. Liverpool avec 66 points qui a la possibilité de se rapprocher des City, 70 points. Arsenal est 4e et se bat pour rester dans le Big Four. Ce match ce sera sans Mohamed Salah toujours blessé. Arsenal en grande forme, ce ne sera pas facile. Absolument. Pour les coéquipiers de Sadio Mané. Tout à fait. Et on termine avec la guerre en Ukraine et son impact dans le sport. Oui, dans le sport d'abord pour les Sénégalais, puisque de jeunes footballeurs sénégalais ambitionnent de monnayer leur talent en Ukraine justement, et ils sont invités à faire beaucoup plus attention. En effet, ils sont nombreux les vendeurs d'illusions qui leur promettent monts et merveilles une fois sur place. Tel n'est pas le cas. Le président des ressortissants sénégalais de l'Ukraine alerte. Il s'appelle Ibrahima Badiane. Il est interrogé par vous, Ibrahima Sadi. En fait, je voudrais préciser une chose très importante concernant mes petits frères, n'est-ce pas, mes petits frères joueurs qui sont au Sénégal, et qu'il y a des personnes, franchement, qui sont tellement inconscients, qui te disent que arrivé ici, bon, tu vas être, n'est-ce pas, un joueur professionnel, tu vas jouer, tu vas joindre les grandes équipes, et tel n'est pas le cas, parce qu'ici, il n'y a pas, je veux dire en Ukraine, il n'y a pas des grandes équipes qui sont là.
Il n'y a que 2 équipes, ça veut dire le Dynamo de Kiev et Shakhtar de Donetsk. Donc ils sont là tout simplement pour bouffer, n'est-ce pas, vos argents là. Arrivés ici aussi, bon, ils sont tellement fatigués. Le pourquoi? Parce qu'il y a certains jours aussi, ils ne comprennent pas la langue française ni la langue anglaise. Et ici, on parle, n'est-ce pas, l'ukrainien et le russe. Donc, c'est très difficile. Donc, faites très attention. Voilà, donc l'alerte du président des ressortissants sénégalais en Ukraine, Ibrahima Badiane, qui parlait de ce piège pour les Sénégalais. Justement, avec cette guerre Ukraine-Russie, le monde du sport continue à se mobiliser. Le Real Madrid a fait un gros don pour venir en aide aux réfugiés de la guerre en Ukraine. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club madrilène a annoncé qu'il allait donner 1 million d'euros à plusieurs ONG afin d'aider la population ukrainienne touchée par cette guerre. La Maison-Blanche avait déjà lancé une campagne Tous avec l'Ukraine ce 5 mars. Le club a fait notamment don d'équipements sportifs et récréatifs pour mineurs en France. L'Olympique lyonnais avait également annoncé ces derniers jours un don de 50 000 euros pour l'Ukraine par le biais de l'UNICEF. Un match caritatif va être également organisé par les Lyonnais et le club de Reims par l'intermédiaire de son président Jean-Pierre Caillot et de sa société de transport a aussi acheminé des denrées et du matériel de première nécessité pour les Ukrainiens. Et c'est tout pour le sport. Oui, c'est tout pour le sport. Merci à vous, Ndeye Dom Diouf. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction s'appelle Mamadou Dramé. Il est le tout nouveau président de l'Association sénégalaise des professeurs de français. Interview dans le cadre de la semaine de la francophonie qui bat son plein. Interview avec Adja Fatou Sarr. Monsieur Mamadou Dramé, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, le français classé 5e, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de recul? Je pense qu'il faut relativiser le terme recul dans la mesure où les langues que vous venez de désigner, surtout le mandarin, est parlé par la Chine, qui fait environ 2 milliards de personnes. L'anglais également, par rapport à sa position, à une place qui n'est pas usurpée. Et l'espagnol, c'est toute l'Amérique du Sud qui parle espagnol. Donc, et l'arabe, on sait que c'est une langue qui est liée également à des considérations de type religieux et surtout sur plusieurs continents, bien avant la colonisation. Alors que le français, dans beaucoup de pays, est une langue donc, qui est arrivée par la colonisation. Et c'est ce qui fait que c'est une langue que l'on retrouve avec environ 300 millions de locuteurs un peu partout dans le monde, dans plus de 32 pays. Donc je pense que la place que le français a, c'est vraiment la place qui est la sienne. En tout cas, le constat est que le français est de plus en plus menacé par des mots empruntés dans d'autres langues. Est-ce là un manque de vitalité de la langue de Molière? Non, moi je pense que c'est plutôt la marque même de la vitalité, parce qu'une langue par essence est une entité dynamique. C'est quand une langue arrête de se métamorphoser qu'elle meurt. Donc une langue a besoin de se nourrir par rapport à d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier que le français n'est pas une langue de la France, mais c'est une langue donc, qui appartient à beaucoup de communautés et chacune de ces communautés a tendance à récupérer le français et à l'utiliser à sa façon, à tropicaliser entre guillemets, si je peux me permettre le terme, et donner à ce français-là une certaine couleur qui lui est particulière. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a effectivement des mots qui sont empruntés et l'emprunt fait partie effectivement de la dynamique de la langue. Il n'y a pas de langue qui vit sans emprunt. Donc la pureté de cette langue que peut-être l'Académie souhaiterait est une pureté qui est un peu dans le chimérique, parce que une langue ne peut pas être pure. Une langue a besoin, par rapport au contact qu'elle a avec d'autres langues, par rapport au contact, au conflit, à la cohabitation avec d'autres langues, emprunte, mais également prête à d'autres langues. Dans notre pays, le Sénégal, la maîtrise de la langue pose problème. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cet effritement du niveau de langue? Bon, il y a beaucoup de facteurs. Je crois que d'abord, il y a le contexte international, parce que la baisse du niveau n'est pas seulement remarquée au Sénégal et dans d'autres pays francophones, mais juste même le pays qu'on peut considérer comme pays mère qui est la France est un pays où on remarque qu'il y a une baisse du niveau. Et ça se voit et c'est vraiment une réalité. Et les gens ont tendance très souvent à penser qu'il y a un relâchement. Effectivement, il y a un relâchement par rapport à la langue. Il y a un relâchement, une tendance vers la facilité également dans l'utilisation de la langue, vers la simplification de la langue que l'on constate dans beaucoup de pays. Mais il y a également les autres langues qui interviennent parce que n'oublions pas que le marché des langues, c'est un marché également qui fonctionne comme un marché économique. Et que plus une langue nous semble être importante, plus les gens donnent de l'importance à cette langue. Notamment, on voit que l'anglais prend beaucoup de valeur à la mesure où beaucoup de personnes ont un rêve lié à l'anglais qui est considéré comme une langue internationale de première zone. Donc, cette langue a tendance très souvent
à prendre le dessus sur les autres et les locuteurs également ont tendance, en ce qui les concerne, à mettre davantage l'accent sur l'anglais que sur le français. Et que de plus en plus, les gens vont parler de mots, le français avec beaucoup moins de pureté, donc si le terme est bon. Donc ça, je pense que c'est une tendance qui est tout à fait normale et qui n'est pas prête de s'arrêter. Alors, la semaine de la francophonie, c'est du 12 au 20 mars. Est-ce qu'on peut avoir une idée de vos activités? Nous avons prévu un certain nombre d'activités. Nous avions prévu un certain nombre d'activités, notamment l'Ami littéraire que nous organisons avec la direction de la francophonie, mais également Oxygène, donc une organisation managée par Sokhna Benga. Et malheureusement, il y a eu les contextes qui a fait qu'on n'a pas pu tenir cette rencontre-là. Il y a également d'autres rencontres qu'on souhaitait, notamment discuter ensemble sur les questions de l'avenir de la langue. Mais on va surtout cette année avoir un aspect orienté vers le pédagogique. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles les profs de français butent, notamment la question de la versification, qui est une question qui nous semble être extrêmement importante et sur laquelle les élèves sont évalués et parfois il y a des choses qui se font ici et ailleurs. Donc cette année, nous avons décidé de nous focaliser sur le volet pédagogique en essayant de réfléchir ensemble sur la rédaction d'un guide qui permettrait à l'ensemble des professeurs de pouvoir utiliser les mêmes répertoires et les mêmes choses donc dans les classes. Monsieur Mamadou Dramé, Radio Sénégal vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop et que vous êtes le président de l'Association sénégalaise des professeurs de français. Édition d'information mise en onde par Medoun Fall, Digital Thiaba Diémé, à la fabrication Marianne Ndiaye, distribution Ousmane Diop, réalisation et coordination Demba Malik Mbodj et Ousmane Beng. L'info continue sur Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues. Merci.